Et donc, Richard a encore un orateur à nous présenter. Alors pour terminer, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, on a vu que le numérique avait révolutionné plein de choses en orthopédie pédiatrique et tout particulièrement l'analyse des patients. Et j'ai demandé au professeur Bruno Dohain, qui est PUPH à Saint-Étienne, qui est notre actuel président de la Société française d'orthopédie pédiatrique, de nous présenter l'analyse de la marche et ses implications thérapeutiques chez l'enfant. Alors, il est en visio puisqu'il est actuellement au congrès de l'EPOS à Copenhague et il a bien volonté accepté de nous faire cette présentation en visio. Bonjour Bruno, tu peux... Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Parfait. Et pour les cas positifs, c'est bon. L'Académie, Monsieur le Président et chers collègues, les sociétés savantes sont partenaires de l'Académie nationale de chirurgie. Merci d'être présents. C'est très important, votre présence. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voulais remercier effectivement l'Académie de son invitation pour notre spécialité un petit peu confidentielle, mais qui, vous le voyez, fait preuve de grand dynamisme. Et également pour remercier à titre personnel pour cette invitation. Donc, comme le disait Richard, je vous parle de Copenhague et je suis désolé de ne pas être parmi vous. Alors, j'ai un petit problème. Voilà. Donc, je n'ai pas de conflit, évidemment, dans la présentation. Alors, tout d'abord, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire médicale et rendre honneur à nos prédécesseurs français comme Étienne Jules Marais, qui est un médecin physiologiste, inventeur, et qui s'est intéressé très tôt dans sa carrière à l'étude des mouvements des membres, des déplacements chez l'homme et chez les animaux. Il a été l'inventeur de différents systèmes qui ont permis d'objectiver ce que l'on connaît comme point de départ sur la marche humaine en particulier. Et vous voyez ici les noms de ces instruments qui, évidemment, sont un peu dépassés. Alors, en quoi consiste aujourd'hui une analyse quantifiée de la marche qui prend une place très importante dans notre spécialité, en particulier pour les troubles de marche des maladies neurologiques? Alors, depuis les travaux de Jacqueline Perry et de John Gage, l'AQM est entré dans la pratique clinique quasi quotidienne de l'orthopédie pédiatrique. Grâce à eux, ont été définis des critères de marche normale qui nous servent aujourd'hui de référence et qui nous permettent de comprendre un petit peu les troubles que présentent nos patients. Alors, qu'est-ce que sont ces dispositifs aujourd'hui? Eh bien, l'informatique est venue à notre secours et c'est l'association à travers des outils numériques de différents systèmes de captation comme la vidéo, les systèmes optoélectroniques, c'est-à-dire la captation par des caméras infrarouges de marqueurs cutanés réfléchissants, les plateformes de force qui sont introduites dans le sol et qui permettent d'enregistrer la réaction au sol, les électromyogrammes embarqués, c'est-à-dire des électromyogrammes soit filaires, soit par Wi-Fi, qui nous permettent de connaître l'activité musculaire au cours de la marche, et dans certains cas plus sophistiqués, le transport par le patient d'un système de mesure de la consommation d'oxygène. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler, une grande salle avec une piste de 10-12 mètres dans laquelle sont insérées différentes plateformes, un sujet sur lequel on a mis des marqueurs et des électrodes, et puis un nombre plus ou moins important de caméras infrarouges qui va permettre d'enregistrer les mouvements du patient. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette analyse quantifiée de la marche? Les données restituées sont de différents ordres. Il y a des paramètres spatio-temporaux, ça consiste à une analyse assez macroscopique de la marche, c'est-à-dire la cadence de la marche, la longueur du pas, le temps passé en phase d'oscillation, ou en appui, unipodal ou bipodal. Et puis viennent les informations cinématiques. Ce qu'on appelle la cinématique, en fait, c'est la reproduction sous forme de courbe grâce aux marqueurs cutanés de ce qu'on peut analyser sur une vidéo. Mais évidemment, vous allez le voir avec beaucoup de plus de précision. Les données cinétiques, eh bien, ce sont les nouvelles informations que nous ont apportées les progrès en matière d'informatique, puisque ces plateformes de force vont enregistrer
la réaction au sol de la marche et à partir de calculs inverses effectués par les ordinateurs, eh bien, on arrive à déterminer quels sont les moments de force, quelles sont les forces en jeu, la puissance au niveau de chaque articulation du membre inférieur. Et je vais revenir là-dessus pour vous donner un petit peu plus d'informations. Enfin, les informations concernant l'EMJ dynamique sont essentielles pour nous. Elles mettent en place à un moment donné et spécifique au niveau de la marche les activités musculaires qui conduisent à l'activation de notre système musculo-squelettique. Le mouvement donc observé par le système va être transformé en amplitude articulaire, en vitesse de mouvement, en bras de levier, en force musculaire ou cinétique appliquée ou restituée, en puissance développée ou en freinage et activation musculaire. Alors, on calcule les effets cinétiques eh bien, en utilisant la réaction au sol. Un sujet qui marche sur une plateforme va créer une réaction au sol liée à la gravité tout bêtement. Et ces réactions vont être transformées au niveau des différentes articulations en des vecteurs force qui, dans les 3 plans de l'espace, permettent de déterminer ce qui se passe au niveau des articulations d'un point de vue biomécanique. Je vous passe les détails, évidemment, qui sont plutôt du domaine des ingénieurs biomécaniques. Alors, quelle population de patients? D'abord, il faut savoir marcher, c'est-à-dire que par définition, si on analyse la marche, eh bien, il faut qu'on soit marchand. Mais ça peut être dans des situations particulièrement précaires, et je vais vous en montrer un exemple. Avec ou sans aide technique, avec ou sans appareillage, avec un nombre un peu plus important de caméras, eh bien, on arrive à reconstruire les trajectoires de tous les marqueurs cutanés et à obtenir des informations sur le déplacement de nos sujets. On peut utiliser ces systèmes dès le plus jeune âge. J'ai mené des études, en particulier chez les enfants entre 1 an et 6 ans, et on a pu montrer qu'on était tout à fait capable d'obtenir d'excellentes données, même chez les tout petits. Il suffit d'utiliser un petit peu des astuces de jeu, de pratique, de circuits d'adresse chez les enfants pour arriver à nos fins. Enfin, en fonction de l'âge du patient, en fonction de son instabilité, des appareillages, des aides techniques qui peuvent être utiles, en fonction également des questions que les cliniciens vont poser à l'ingénieur biomécanicien, eh bien, on peut multiplier les conditions de réalisation des exercices et éventuellement multiplier aussi les appareils de captation qui vont permettre de nous aider à recueillir les informations. Voici un exemple de ce que l'on peut étudier. Vous voyez très bien que ce sujet est en grande difficulté et en grande précarité de marche et que malgré tout, eh bien, je vais vous montrer, on peut recueillir des informations tout à fait pertinentes. Alors d'abord, on va parler des paramètres spatio-temporels. Ce sont des données extrêmement macroscopiques, c'est-à-dire qu'on enregistre la cadence, on enregistre la longueur du pas, mais malgré tout, ce sont des informations très intéressantes. Et en particulier, si on veut effectuer une simple surveillance d'un traitement, une simple surveillance au long cours, pour savoir si la part du sujet se dégrade ou pas, eh bien, on n'a même à la limite pas besoin d'un système aussi sophistiqué. Une simple caméra avec un tapis de marche, eh bien, on va avoir des informations de ce type, mais évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Et les données cinématiques, eh bien, elles viennent en complément de l'information vidéo. C'est-à-dire que la vidéo va nous dire, ben oui, ce sujet, il marche, il a une flexion de genou, une flexion de cheville, mais on va avoir des notions un peu plus supplémentaires. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais vous voyez ici, par exemple, qu'on a des informations sur la position du bassin, que la hanche est également fléchie, que le genou ne bouge pas ou à peine avec ici une courbe qui est quasiment linéaire et que les pieds qui paraissent hors des gains, en fait, ne le sont qu'à peine. Et donc, on peut parler ici de faux équilibres. Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans la compréhension des mécanismes qui conduisent à ces troubles de marche et des solutions qu'on pourrait proposer à nos patients, c'est l'étude des données cinétiques. Alors, ça peut paraître extrêmement barbare ou extrêmement compliqué lorsqu'on commence à parler de moments d'action, de moments de force ou de puissance.
Et en matière clinique, eh bien, deux questions simples vont nous donner des informations extrêmement importantes à la compréhension des mécanismes. Qu'est-ce que représentent les moments de force au niveau des articulations? Eh bien, les moments de force au niveau des articulations représentent les groupes musculaires qui sont en action. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les fléchisseurs de cette articulation dans le plan sagittal ou est-ce que ce sont les extenseurs de cette articulation dans le plan sagittal? Et les courbes de puissance vont nous renseigner sur les modalités du fonctionnement de ces groupes musculaires. Est-ce qu'on est dans un système où ces groupes musculaires vont faire de la production d'énergie, c'est-à-dire introduire dans la marche de la puissance, c'est-à-dire de la propulsion, ou est-ce que ces muscles sont en train de freiner le mouvement, la chute du centre de gravité ou pas, et donc c'est une action de freinage. Évidemment, dans la marche normale, il y a des phases de propulsion et il y a des phases de freinage, puisque la marche humaine est relativement économique, c'est-à-dire qu'on lance notre centre de gravité vers l'avant, et à partir de ce moment-là, on a un système qui permet la conservation de l'énergie avec une consommation d'énergie au minimum. Alors, en quoi ces données sont-elles utiles? Eh bien, si la clinique a permis par le passé de définir des types de marche chez ces sujets, cela ne nous permet pas ou ne nous permettait pas jusqu'à présent de bien comprendre quels sont les mécanismes en jeu. Et finalement, ce qui est intéressant lorsqu'on est face à des troubles de marche, c'est de comprendre quelles sont les anomalies existantes qui conduisent à ces déformations de la marche. Et là, on n'est pas uniquement dans des déformations osseuses, mais on est dans des rétractions musculaires, dans des activités musculaires anormales, dans l'expression d'une pathologie neurologique, en particulier de la spasticité. Et donc, ces anomalies ont des conséquences fonctionnelles. Et c'est important de connaître ces anomalies et la différence, leur poids dans la genèse des troubles, car on va devoir répondre à ces troubles-là de manière extrêmement différente d'un point de vue chirurgical. S'il existe des difficultés osseuses avec des pertes de bras de levier, eh bien, on fera de la chirurgie osseuse. S'il existe des rétractions musculaires, des asymétries musculaires, eh bien, on fera de la chirurgie musculaire avec soit des allongements, soit des transferts. Et s'il existe des activités neurologiques excessives, ben, on pourra faire appel soit à des traitements neurochirurgicaux, soit pour un orthopédiste pédiatre, eh bien, faire des neurotomies périphériques motrices hypersélectives qui vont permettre de gérer les troubles fonctionnels de la meilleure manière possible. Et donc, tous ces éléments vont être confrontés dans la réflexion aux données cliniques que l'on peut avoir chez ces patients. On sait très bien aujourd'hui examiner ces patients, savoir quelles sont les articulations limitées, quels sont les muscles en jeu, quelle est l'hyperactivité de tel ou tel muscle ou tel groupe musculaire. Et donc, on va confronter ces données cliniques aux données de l'analyse quantifiée et comparer ces anomalies à la normale, puisqu'il existe des banques de données sur les données normales de ces patients et sur la marche. Je reviens à ce patient que je vous ai présenté et vous voyez que si la vidéo nous donne des informations, on se rend compte que le bassin est bien en rétroversion, qu'il existe une activité anormale puisqu'il y a une oscillation du bassin au cours du cycle, que la hanche est bien en flexion, hein, bleu-rouge c'est droite-gauche. Les autres courbes sont après les traitements, en l'occurrence après un test aux injections après la chirurgie, pardon, excusez-moi. Et ici, vous voyez que les genoux sont quasiment immobiles, et ils sont en flexion mais quasiment bloqués, et vous voyez que ici les chevilles sont en légère équin. Alors qu'est-ce qu'on va observer une fois qu'on va avoir fait le traitement de cette patiente? Ben, je vous montrerai le résultat clinique, mais vous voyez que le bassin va passer dans une situation de légère antéversion beaucoup plus proche de la normale, que la hanche va avoir une flexion-extension bien restituée, que les genoux sont revenus dans une situation quasi normale et que les chevilles
sont légèrement en talus, mais en raison de la faiblesse du patient. Je vais revenir à ça et vous montrer le résultat de ce patient. Alors, comment on interprète les autres données? Eh bien, vous voyez ici que, en ce qui concerne les moments de force, on voit ici que l'activité extenseur-fléchisseur est dans les limites de la normale, mais on voit ici que les extenseurs du genou bien, sont hyperactifs en phase d'appui, et donc il faudra en tenir compte pour l'analyse. Et ici, les fléchisseurs plantaires, on voit que ce sont bien les fléchisseurs plantaires qui sont en fonction, mais on voit ici que vous voyez sur les courbes de puissance que la puissance générée, elle est extrêmement faible par rapport à la normale. Par contre, à la hanche, qui est le deuxième site où le sujet introduit de la force dans la marche, on voit que le SIC est finalement relativement proche de la normale. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve que le résultat potentiel de ce patient après une chirurgie multiple va être a priori de bonne qualité. Alors, un autre exemple sur un autre patient pour vous montrer un petit peu comment on peut raisonner avec les courbes de cinétique, c'est-à-dire les moments et les puissances. Mais là, je vais vous montrer un exemple où on couple les moments avec les données de l'électromyogramme. Vous voyez ici, c'est un sujet hémiplégique et on voit chez ce sujet que les courbes de son côté gauche, avant-après, sont modifiées. Donc, les courbes initiales sont celles en rouge. On voit que le genou de ce patient est en légère flexion, qu'il ne va pas jusqu'à l'extension et qu'ici, il étend mal son genou en fin d'oscillation, ce qui raccourcit son pas. Et si on s'intéresse au moment, on voit que du côté gauche, eh bien, la courbe des moments de force du côté gauche, elle est complètement inversée. C'est-à-dire qu'on voit ici que eh bien, c'est les groupes des fléchisseurs qui sont actifs, alors que ce devraient être les extenseurs à ce niveau. Effectivement, à cette phase-là, normalement, le genou doit jouer un rôle d'amortisseur lorsque le pied tombe au sol. Alors, on a proposé la réalisation d'un test à la toxine botulique. Pourquoi? Eh bien, parce que on s'est intéressé aux électromyogrammes et on voit que sur les électromyogrammes, le rectus femoris a une hyperactivité tout à fait anormale pendant la phase oscillante. Normalement, à cette phase-là, il doit être éteint. Donc, on a décidé de faire un test avant de décider une chirurgie par une injection de toxine. Et lorsque on a fait cette injection de toxine, le résultat est que on a diminué l'hyperactivité de ce muscle en phase oscillante et que en conséquence, on voit qu'au niveau des ischio-jambiers, il y a moins de réactivité. Vous voyez, ici, il y a une hyperactivité en fin de phase oscillante et que cette hyperactivité, si elle reste un petit peu présente, eh bien, elle est un petit peu moins importante. Et qu'est-ce qu'on observe en post-opératoire? Eh bien, on observe que ces courbes de mouvement après injection de toxine, eh bien, elles sont de meilleure qualité. Il y a une meilleure absorption, une flexion moins importante parce qu'un meilleur contrôle et ici une extension plus intéressante après le, la phase oscillante. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit dans les moments? Eh bien, cette courbe rouge qui était pré-thérapeutique voit sa normalisation avec l'injection de toxine botulique. Quelle indication on peut en tirer? Eh bien, a priori, il y a une indication pour aller traiter la spasticité de ce muscle qui est le droit antérieur. Et donc là, on va proposer dans cette situation-là, par exemple, pour moi, une neurotomie partielle. Et voilà le résultat qu'on peut obtenir après ces types de chirurgie multisite qui associent, comme je vous le disais, une chirurgie osseuse, une chirurgie musculaire et parfois des chirurgies nerveuses.
Alors, quelle preuve de l'utilité de l'analyse de la marche? Quand on s'intéresse à la littérature, eh bien, certaines études ont étudié l'influence de ces données d'analyse de marche sur les décisions thérapeutiques. Les chirurgiens ont étudié des dossiers, fait des propositions thérapeutiques avec la clinique et les résultats ont été comparés après l'analyse quantifiée de la marche avec les propositions thérapeutiques qui en découlaient. Eh bien, dans presque la totalité des dossiers, il y avait une modification non négligeable sur au moins un des paramètres de l'indication thérapeutique. Et ça, c'est une chose particulièrement importante puisque ça permet de mieux comprendre les mécanismes en cause dans les troubles observés. Et plus avant encore, certains auteurs ont fait des études randomisées concernant l'utilisation ou pas de l'analyse quantifiée de la marche. Et sur les résultats qui sont après les traitements chirurgicaux, eh bien, non seulement l'analyse quantifiée de la marche a un effet positif sur la décision chirurgicale, mais en plus, les résultats des patients sont statistiquement meilleurs après des décisions qui sont secondaires à l'utilisation de l'analyse quantifiée de la marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, d'abord, on a fait la preuve aujourd'hui que envisager le traitement de troubles fonctionnels de marche, en particulier chez l'enfant paralysé cérébral, sans utiliser l'analyse de marche, eh bien, peut porter préjudice à nos patients, puisqu'on est susceptible de faire des erreurs dans l'interprétation des troubles. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que l'utilisation, l'élargissement qu'a permis sur les connaissances de ces troubles de marche en utilisant l'analyse quantifiée de la marche, eh bien, nous a permis de mieux comprendre tous les mécanismes physiopathologiques et donc de mieux répondre aux situations de nos patients. Voilà, je vous remercie et je reste à disposition pour vos questions. Oui, chers collègues, Monsieur le Président, bravo et merci. C'était vraiment une très très belle présentation, à la fois avec une recherche assez complexe. On a bien compris dont on a bien compris l'amplitude, la difficulté et en même temps l'utilité considérable, j'imagine, pour à la fois un bilan diagnostique précis, mais ensuite une analyse des indications sur les techniques à utiliser aux différents niveaux que vous avez situés, c'est-à-dire osseux, musculaire et puis réadaptation. Tout ça, c'est vraiment une combinaison assez complexe. On en parlait avec Richard à côté de moi sur l'importance peut-être de l'intelligence artificielle et des logiciels qui permettraient d'analyser plus finement, avec peut-être une expertise moindre de la part d'un certain nombre de collègues pour mieux comprendre ce que nous disent ces examens et l'analyse dans le détail de la signification de telle ou telle courbe qui me semble pas particulièrement facile. Alors, effectivement, pour répondre à cette question de l'analyse, enfin de l'intelligence artificielle, effectivement, il y a des équipes qui travaillent sur la collecte de données sur l'analyse de marche et donc certains travaux nous ont déjà été présentés par des collègues à ce sujet-là. La problématique est qu'il faut évidemment implémenter un nombre important de patients. Il y a une deuxième problématique dans cette évolution, c'est que les indications thérapeutiques sont évidemment un petit peu différentes d'une équipe à l'autre en fonction de la culture, de l'histoire de l'équipe, etc., etc. Et donc ça ajoute un petit peu de complexité à l'utilisation de ces données, car évidemment, si une équipe fait de l'implémentation de dossiers et une analyse artificielle de ces données, la réponse va être en fonction des données qui sont rentrées dans le système. Or, il faudrait, pour que ce soit idéal, que les données de l'ensemble
des laboratoires soit implémenté pour avoir des résultats qui soient relativement fiables à grande échelle. Absolument. Écoutez, des questions peut-être. Ah oui, oui, il y a plusieurs questions. Gérard Morvan, radiologue. J'ai toujours été passionné par la composante axiale des membres inférieurs lors de la marche, parce qu'il conditionne une bonne partie de la biomécanique et notamment de la position des tendons. Est-ce que vous arrivez à gérer ce plan axial avec l'analyse quantifiée de la marche ? Alors, ces systèmes optoélectroniques sont extrêmement précis. Ces systèmes sont capables de vous donner des informations à 2 degrés près, donc c'est extrêmement précis. Alors, la problématique de la mesure axiale au niveau des membres inférieurs est que les mouvements sont faibles au cours de la marche. Donc, on a des informations sur la rotation de la hanche, on a des informations sur l'axe du pied, par exemple par rapport à l'axe de la marche ou par rapport à l'axe du laboratoire. Là où ça devient plus compliqué et où l'interprétation devient plus complexe, c'est au niveau du genou. Et donc, on se sert effectivement de certaines données, en particulier au niveau de la hanche ou au niveau de l'angle du pas, puisque ça a une importance sur la rentabilité du système au niveau de la hanche et sur la clairance, alors c'est un mot anglais, mais en tout cas sur la liberté du passage du pas au niveau de l'angle du pas, mais pour le moment, ça reste quand même des informations au niveau du membre inférieur qui sont relativement limitées. C'est insuffisante, incomplète. Je n'ai pas entendu la fin de la phrase. Qui sont au niveau du genou, on est un peu limité et donc dans ces conditions-là, les conséquences qu'on peut en tirer sont pas très très précises, quoi. Sont imprécises. Une question concernant, c'est une activité qui demande du temps. Richard me disait que ça demande une matinée, au moins peut-être 2 matinées de travail avec ses enfants pour faire cette analyse. L'AQM, c'est pris en charge par la Sécu ? Alors, en fait, en ce qui concerne le temps qu'on y passe, il peut être tout à fait séparé. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe avec un ingénieur, un kinésithérapeute qui est entraîné. Et donc, les patients viennent pour passer un hôpital de jour. Ils rentrent, ils passent 2 heures au laboratoire, ils repartent et on étudie les dossiers. Donc, après, l'ingénieur, lui, va ce qu'on appelle traquer, c'est-à-dire qu'il va aider l'ordinateur à reconnaître tous les marqueurs pour que l'ordinateur puisse faire ses calculs. Et puis, il va me sortir un rapport avec des courbes. Et après, on discute en réunion pluridisciplinaire avec des rééducateurs, avec le kinésithérapeute, avec l'ingénieur, avec le chirurgien. Et à ce moment-là, on réfléchit aux données. Et effectivement, ça peut prendre entre 45 minutes, 60 minutes pour un dossier, des fois un peu plus. Et puis, si on a un doute, on y revient. Donc, effectivement, ça prend du temps. Et comme on est obligé de faire plusieurs tests, souvent pour un patient, un patient standard, pour moi, il a 2 analyses de marche. Une première pour faire le point, puis après, on fait des tests avec des injections de toxines botuliques pour simuler un peu les résultats de la chirurgie. Puis on refait une deuxième analyse, et là, on analyse tout, on compare les deux, et à partir de ce moment-là, on prend la décision chirurgicale. Merci beaucoup. Quelques mots de conclusion de notre coordinateur avant que je donne les résultats des élections de l'Assemblée générale de tout à l'heure. Merci Bruno. Merci à vous. Merci vraiment l'Académie de nous avoir accueillis cet après-midi pour pouvoir faire effectuer ce panorama d'orthopédie pédiatrique, encore une fois en dehors du Rungis. Et on a essayé de vous montrer un petit peu tout, à la fois la recherche fondamentale, la recherche clinique, et puis Bruno vient de vous montrer la complexité de ce type de travail qui n'est plus, qui est de la recherche, mais qui est maintenant aussi devenu de la pratique quotidienne et qui devient, on l'a dit, quasi aujourd'hui obligatoire pour la prise en charge de ces patients. Et on vous a montré aussi le quotidien de notre spécialité qui est effectivement assez confidentiel, mais qui gagne à échanger avec toutes les autres. Et c'est pour ça qu'on vous remercie chaleureusement de votre accueil.
Merci à vous et bravo. Merci. Moi, j'ai beaucoup appris. C'est un domaine formidable, très intéressant, magnifique. Merci beaucoup et une très belle séance. Alors, juste quelques mots pour vous dire que à la suite des élections, avec une centaine de participants qui ont voté, 114 bulletins dépouillés. Là, tous les candidats, membres associés et membres libres, ont été élus avec plus de 50% des bulletins. Voilà, merci beaucoup.